première façon dont on peut parler ou regarder l'entreprise inclusive, c'est une dénomination qu'on entend. On parle souvent d'entreprise inclusive quand en fait on parle d'entreprise sociale inclusive. Pour celles et ceux qui ont déjà travaillé dans l'univers de l'insertion par l'activité économique ou qui connaissent cet univers-là, on a tendance à appeler ces entreprises sociales de l'inclusion des entreprises inclusives tout court. Pourquoi? Parce que, basiquement, une entreprise inclusive serait une entreprise qui aurait une mission d'inclusion. Ce que j'entends par là, c'est que ce sont des entreprises qui ont été créées pour une mission noble, c'est-à-dire qu'elles vont organiser l'ensemble de leurs activités pour satisfaire leur raison d'être et une raison d'être qui est au service de la société. C'est-à-dire que vraiment inscrit dans leur raison d'être, il y a cette vocation à inclure des profils qui sont exclus du monde du travail. Et donc, quand on dit inclure ces personnes exclues, ça peut être à la fois en les intégrant dans l'entreprise ou en favorisant des collaborations avec ces personnes quand elles sont en externe, ou faire en sorte que toutes les activités de l'entreprise soient à destination, soit finalement dont les bénéficiaires sont des personnes qui sont exclues du monde du travail. Donc à la base, j'ai envie de dire nativement, une entreprise inclusive, c'est une entreprise dont la raison d'être, elle a été créée pour inclure. Donc, je vous ai mis le lien vers le pacte Ambition 2019, typiquement, qui est un document qui fixe une volonté d'État d'accélérer de manière extrêmement significative le nombre d'entreprises françaises dites inclusives, selon l'État, c'est-à-dire d'entreprises qui vont accueillir des collaborateurs et des collaboratrices dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle. Ces entreprises à mission d'inclusion, elles ont évidemment pour obligation d'être performantes économiquement. Et on le sait quand on fréquente cet univers-là, qu'il y a quelque chose qui tiraille à l'intérieur entre une mission sociale, une mission profondément sociale, et l'obligation d'être également performant économiquement. Et ça, on l'a vu ces dernières années, je pense que Sandrine elle pourrait très largement témoigner de ça, à quel point il est compliqué quand on est un travailleur social de se dire qu'il faut qu'on fasse du chiffre, qu'on développe de l'argent, qu'on fasse du business. Toujours est-il qu'il faut se dire que cet argent, lorsqu'il est gagné, quand la profitabilité est au rendez-vous, l'entreprise à mission d'inclusion sociale va avoir pour valeur et donc pour comportement de redistribuer la richesse et de partager cette valeur de manière à ce que l'argent ait été fait avec l'humain, mais qu'il soit réinjecté pour l'humain. Donc voilà, donc basiquement, une entreprise inclusive, c'est une entreprise d'inclusion sociale qui a cette mission-là. Alors, ces entreprises dont la raison d'être est de faire de l'inclusion, elles sont censées avoir également des pratiques inclusives. C'est-à-dire que si elles sont vraiment alignées en termes d'identité et de pratique, elles sont censées intégrer à l'intérieur de leurs équipes des personnes issues de la diversité, prendre soin d'elles, faire en sorte qu'elles soient à leur place et qu'elles se sentent bien. J'ouvre la parenthèse rapidement, mais parfois on a l'intention d'inclure et parfois c'est beaucoup plus difficile de le faire sur le terrain. Et c'est vraiment pour ça qu'on va travailler ensemble sur les bonnes pratiques. Parce que, et là c'est presque un propos déculpabilisant que j'ai envie de tenir, on peut avoir l'intention d'être une entreprise inclusive et avoir beaucoup de difficultés à le faire. Ce qui est juste logique et normal, puisque la matière première avec laquelle on travaille, ce sont des humains qui sont vivants, qui vivent des cycles, qui sont extrêmement complexes, qui n'ouvrent pas forcément toujours leurs pensées ou leurs émotions. Bon, en tout cas, il y a une deuxième façon de regarder l'entreprise inclusive qui est beaucoup moins sur le statut, qui est l'entreprise qui tout simplement cultive la diversité. Et si j'en crois vos réponses, vous étiez beaucoup partis sur cette définition-là de l'entreprise inclusive. Alors, j'aimerais bien qu'on rappelle ce que c'est que la diversité. Et là, je vais tout vous afficher tout de suite. Alors, la première chose, c'est que j'aimerais rappeler que la diversité, ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif. Et la diversité, ce n'est pas un problème à résoudre. La diversité, ça existe, tout simplement. On pourrait donner un synonyme qui serait tout simplement la variété. Donc, la diversité, elle a toujours existé, elle existera toujours. C'est ce qui fait aussi le côté extrêmement passionnant et riche de l'humanité, c'est qu'on est toutes et tous différents. On n'a pas les mêmes origines, on n'a pas forcément les mêmes croyances et valeurs, on a des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Donc, en fait, se dire qu'il y a un sujet autour de la diversité, c'est presque fou
Parce que de base, j'ai envie de dire, avec juste un peu de bon sens, on sait très bien qu'une entreprise qui n'aurait pas de diversité, ça n'existe pas. Mais quand le sujet de la diversité est arrivé sur le tapis il y a une quinzaine d'années, qu'on s'est senti obligé de réglementer, de faire des lois, c'est parce qu'on a voulu porter un autre regard sur la diversité, ne pas considérer cette dimension presque, j'ai envie de dire, sociologique et démographique des choses. On a porté notre attention sur des minorités qui avaient tendance à être exclues du monde du travail. Et donc, la définition officielle de la diversité érige 3 formes de diversité. La diversité visible, invisible, et puis comme c'est tellement compliqué, on a une case autre. Voilà. Donc, dans la diversité visible, on va positionner tout ce qui est d'ordre culturel, ethnique, racial, les nationalités, les genres et le handicap mental et physique. Dans les formes de diversité invisible, tout ce qui est différence de niveau d'instruction, les expériences de vie, la situation familiale, le statut socio-économique. On pourra également positionner ici la neuroatypicité et la neurodiversité. Et dans la dernière forme de diversité non classée, on mettra les orientations sexuelles, la religion et la langue. Ce que j'aimerais, là où j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est qu'il y a ces définitions officielles, mais il y a aussi un besoin de contextualisation. Je vais vous parler d'une entreprise dont, alors qui est dans le monde de la compta et de la gestion, il y a que des femmes. Et dans cette entreprise, s'ouvrir à la diversité, c'est juste réussir à embaucher un mec un jour. Donc, vous voyez qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à des ratios et des quotas et une vision extrêmement ouverte, parler de LGBT, etc. Évidemment, il faut le faire. Mais chez elle, la diversité, c'est juste ça. Quand on est dans le monde du bâtiment, nous, on travaille pas mal dans l'univers du bâtiment. La diversité chez eux, c'est réussir un jour à avoir un responsable d'affaires qui soit une femme. Voilà. Et je prends juste l'exemple homme-femme. Donc, je vous invite toujours, quand vous raisonnez diversité, à vous demander quelles sont en fait les proportions qui sont surreprésentées et celles qui sont moins représentées, et sortir finalement du diktat qui voudrait flécher des formes de diversité qui seraient plus considérées dans le moment ou parce que la loi vous y invite davantage. Donc, du coup, une entreprise inclusive, c'est-à-dire qui cultive la diversité, c'est une entreprise qui va finalement refuser que son système interne soit uniforme. C'est-à-dire qu'elle va prendre conscience, elle va conscientiser le fait que l'entreprise est une forme d'entre-soi très sécurisant, un cocon où tout le monde se ressemble. Il y a des grandes entreprises où les RH n'hésitent pas à dire que les effectifs sont congénitaux, que tout le monde est fait dans le même moule, etc. Donc, l'entreprise inclusive qui va vouloir cultiver la diversité, elle va en fait être convaincue que la richesse naît de la diversité, que la diversité va être une force pour l'organisation, à la fois pour offrir une expérience humaine plus qualitative, mais aussi pour nourrir des besoins de performance, parce qu'on sait très bien que quand on met des personnes différentes ensemble à travailler, c'est beaucoup plus productif et créatif. Je rappellerai la magnifique citation de Saint-Exupéry qui disait « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ». Donc, cette entreprise inclusive, elle s'ouvre à la différence. Elle va employer de manière intentionnelle une main-d'œuvre qui va être composée d'individus de l'ensemble des différences démographiques humaines. Donc, en fait, elle va faire évoluer la composition de son groupe en diversifiant les profils de son groupe. Et donc, évidemment, en termes de pratique, il va falloir qu'elle modifie ses conditions d'accès à l'emploi pour faciliter l'insertion socio-économique de ces personnes dites issues de la diversité. Si j'essaie de vous synthétiser l'entreprise inclusive cultive la diversité, j'ai envie de vous dire 4 choses que je vais venir mettre en complément et en regard de la 3e façon de regarder l'entreprise inclusive dont je vais vous parler dans un instant. L'entreprise inclusive qui cultive la diversité, en fait, elle est dans une logique qui est diversité, c'est le contraire de l'uniformité. En fait, je lutte contre la ségrégation, je lutte contre la discrimination. La diversité serait donc quelque chose à regarder de manière extrêmement descriptive. C'est très rationnel, c'est très technique. Ça peut être tout à fait quantifié. On est en matière de diversité sur un sujet qui est de l'ordre du recrutement, de l'intégration. Et en termes de RSE, si je le raccroche à notre sujet chapeau qui est la RSE, on va parler d'externalité positive. Voilà sur la diversité.
Est-ce que vous voulez réagir, commenter? Sandrine, est-ce qu'il y a des messages sur ça? Non, elles sont très sages, OK, elles sont très sages et très attentives. OK. Alors, je viens évidemment avec mes gros sabots sur la troisième forme d'entreprise inclusive. Vous me voyez venir. Pourquoi? Parce qu'on va voir des entreprises qui vont avoir des chartes diversité, qui vont avoir des quotas très, très bien respectés, mais qui pour autant ne sont pas des entreprises inclusives. Et c'est là, en fait, où tout le sujet se complexifie et où il devient absolument passionnant. Parce qu'en fait, la diversité ne suffit pas à l'inclusion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise qui pratique la diversité n'est pour autant pas forcément une entreprise qui propose un environnement inclusif à ses collaborateurs et à ses collaboratrices. C'est bien plus compliqué que ça. C'est comme si l'inclusion, c'était la deuxième étape après la diversité. Le deuxième élément en vigilance que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'environnement inclusif si, en amont, on n'a pas ouvert nos chakras et pratiqué la diversité. C'est comme si finalement une politique diversité était la condition sine qua non pour que l'entreprise soit inclusive. Donc vous voyez le côté yin et yang de ces deux dimensions. Et j'ai bien envie d'en rajouter une troisième, c'est que la diversité, elle ne va pas pouvoir être efficace, elle ne va pas fonctionner si on ne prend pas soin d'inclure ensuite nos collaborateurs et nos collaboratrices. On a des centaines, des milliers d'exemples d'entreprises qui sont exemplaires en matière de diversité, mais qui n'arrivent pas à maintenir en poste les personnes qui sont issues de la diversité. Parce qu'il y a dans cette deuxième étape des loupés, des virages qui ne sont pas évidents à prendre, des changements de paradigme, des postures à faire évoluer, des formations, des sensibilisations qui ne sont pas faites suffisamment, des accompagnements parfois qui manquent, et qui font que finalement, les efforts de diversité produits en amont sont complètement gâchés par des pratiques non inclusives par la suite. Et comme on cherche quand même à être efficace et à faire en sorte que nos efforts portent des fruits, je vous propose qu'on s'intéresse à la troisième forme d'entreprise inclusive, qui est tout simplement une entreprise qui a des pratiques inclusives. Donc, si les quotas, les politiques, toutes les obligations liées à la diversité peuvent partir d'une bonne intention, il se peut que de respecter tout ça ne suffise pas et n'ait pas de résultats significatifs. Alors, voilà ce que j'ai l'intention de vous dire. Je vous avais fait des super animations, mais en fait, j'ai plutôt envie de me laisser porter par ce que je vous raconte. Quand on passe d'une logique de diversité à une logique d'inclusion, encore une fois, les deux ne s'excluent pas, vous avez bien compris. Mais quand on est sur ce passage, on va sortir d'une vision dite intégrative, où l'objectif c'est d'intégrer des personnes issues de la diversité, on va passer à une vision plus dite égalitaire, à une vision intégrative. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui rentrent dans l'entreprise, du coup, ils trouvent leur place, s'y sentent bien, soient acceptées dans leurs différences, soient reconnues, ressentent la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir, que leurs différences, en fait, qu'on ne les regarde pas selon leurs différences, qu'on les regarde comme un être humain à part entière et un être humain qui vient avec des compétences, avec un potentiel, avec des envies et des aspirations. Donc, on n'est vraiment plus sur une notion de chiffres, de quotas et d'égalité, on est vraiment sur une notion d'intégration. L'entreprise qui a des pratiques inclusives, elle va quelque part devoir être exemplaire. Quand je dis l'entreprise, c'est l'employeur, toutes les solutions qui sont mises en place sur le champ collectif, sur le champ de la gouvernance. Mais on n'oubliera jamais que l'entreprise, c'est une somme d'hommes et de femmes et d'hommes, et que donc l'entreprise peut mettre en place un certain nombre de pratiques, mais que c'est aussi à chacune et à chacun d'entre nous d'être exemplaire en la matière et de faire de son mieux en permanence pour créer ce sentiment d'inclusion pour soi et puis pour nos collègues et pour notre entourage professionnel. J'aimerais qu'on regarde du coup l'inclusion comme étant une façon d'exploiter opérationnellement la diversité. Parce que si la diversité intègre l'entreprise et qu'elle est laissée à l'abandon de côté juste pour satisfaire des quotas, on passe à côté d'un potentiel de richesse qui est incroyable. Quand on dit chacun se sent inclus, si on dit que l'objectif il est là, que chacun puisse se sentir inclus, alors ça veut dire permettre à chacun de prendre sa place,
de respecter ses singularités, d'être considéré dans sa différence. C'est aussi travailler avec des personnes vers lesquelles on ne serait pas forcément allé naturellement pour mettre de la variété, du coup, dans nos équipes de travail, mais sans jamais faire remarquer à la personne qu'elle est différente. C'est-à-dire que ça devient un non-sujet quand on a vraiment une culture et une philosophie inclusive. Et in fine, ça permet aux équipes de bien vivre et de bien travailler ensemble. On va impliquer toutes les parties prenantes. C'est vraiment une histoire de culture organisationnelle pour finalement offrir une expérience de vie, j'ai envie de dire organique. Vous voyez, ce que je ressens, c'est des choses vraiment très de l'ordre du vivant. Faire en sorte que tout ce système, cet écosystème avec toute cette variété, toute cette diversité, qui trouve sa place et qui fonctionne bien ensemble, puisse fabriquer une performance qui n'est plus une somme de compétences, mais qui est plutôt exponentielle. Il y a une précision que j'aimerais amener. Nous, souvent, quand on accompagne des entreprises inclusives, on se rend compte que l'énergie, les efforts sont énormément faits pour intégrer et offrir des conditions d'emploi aux personnes issues de la diversité. Et on met vraiment 100% des efforts sur cette personne-là ou sur ces personnes-là. J'aimerais juste te rappeler qu'un nouvel salarié qui arrive dans une équipe, oui, il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on l'intègre, qu'on l'onboard, qu'on prenne soin de ses besoins, etc. Mais c'est aussi tout son environnement qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Et on a tendance, alors pardonnez-moi l'expression, mais à cannibaliser l'attention de l'employeur, du manager, sur cette personne qui a besoin d'être intégrée, en faisant parfois l'impasse de ce que le reste de l'équipe peut penser ou ressentir avec cette personne qui vient être intégrée. Et ça, je pense que tout à l'heure, quand on va être dans l'atelier, Sandrine aura l'occasion de vous en parler. Évidemment, il y a des solutions en matière de sensibilisation, de formation et d'accompagnement, parce qu'il s'agit de considérer que l'inconfort d'intégrer, par exemple, une personne qui va avoir des troubles psychiques, l'inconfort, il n'est pas forcément que du côté de la personne concernée. Il peut être aussi du côté du manager, qui doit réapprendre à manager d'une manière différente. Et du côté de l'équipe aussi. Il doit trouver un mode de fonctionnement avec cette personne. Et évidemment, cette intégration originale, j'ai plutôt envie de l'appeler comme ça, crée des chamboulements dans l'équipe. Donc l'entreprise qui a des pratiques inclusives, elle va non plus être sur la phase de « j'intègre une personne qui est différente », mais comment je fais en sorte que tous ensemble, on puisse vivre une expérience de vie au travail qui soit positive, avec des émotions qui nous nourrissent. Et donc, on est vraiment sur un sujet de management, on est vraiment sur un sujet de qualité de vie au travail pour le coup. On est, quand on parle d'inclusion, là, on est au contraire de l'exclusion. Quand on va parler de l'inclusion, finalement, on va parler de bien-être. Donc, on est vraiment au contraire du mal-être. Là où tout à l'heure, sur la diversité, on était sur quelque chose de statique et de descriptif et de quanti, en inclusion, on est sur un engagement, sur des moyens qu'on met en œuvre. Donc, c'est vraiment très dynamique. On est sur des critères plutôt qualitatifs, donc très difficiles à mesurer, bien sûr. Pas impossible, mais plus difficile. Et si en RSE, on parlait d'externalité positive avec la diversité, on parlera plutôt d'internalité positive avec l'inclusion. Moi, à chaque fois, ça m'interpelle sur d'où vient ce besoin de toujours tout calculer, mesurer et évaluer, évidemment, surtout quand on parle d'humain. Mais on peut entendre aussi qu'il s'agit de prendre des photos avant et des photos après pour aussi, quelque part, récompenser les efforts et prendre de la hauteur et apprendre aussi de nos réussites et de nos échecs. On peut avoir des indicateurs quantitatifs, malgré tout, dans l'inclusion. Mais tout le volet extrêmement subjectif de la perception que j'ai, moi, de mon expérience de vie et de cet environnement qui est inclusif, ça, sans écoute sincère des travailleurs et des travailleuses et sans leur expression particulièrement authentique, on ne peut pas accéder à l'information. Et la plupart des entreprises, du coup, ne font pas cet effort puisque ça demande une énergie, un temps fou. Alors, on va plutôt tenter de cultiver la responsabilisation individuelle. Comment je peux prendre soin de moi, comment je peux prendre soin de toi, et voilà, et cultiver cette philosophie. Ça me sert de magnifique transition, Cyrielle, par rapport au webinaire de demain matin, où on abordera, je vous ai parlé là de 3 niveaux, en fait, il y a un 4e niveau, selon moi, qui s'appelle le sentiment d'inclusion. Et on va faire un webinaire dédié à ça. C'est demain matin, Sandrine, je ne me trompe pas, demain matin.
où là, on va aborder les questions extrêmement individuelles et personnelles, puisqu'on peut être dans une entreprise, par exemple, qui a une mission d'inclusion, qui a une politique diversité qui est au top, qui met en place plein de choses pour avoir des pratiques inclusives, et pour autant, je peux ne pas me sentir inclus. Parce que là, il se passe quelque chose pour moi. Donc demain matin, on va se faire un grand bain de développement perso, coaching, psycho, tout ce qu'on veut, mais pour aborder en fait nos déterminants personnels, notre recette personnelle de bien-être au travail. Comment est-ce que je fais pour me sentir inclus? À quoi ça tient pour moi? Tout ce dont on a parlé sur cette première partie est également valable avec les parties prenantes externes. Je n'ai pas voulu vous refaire la démonstration. Alors, je vous propose qu'on enchaîne. Ah oui, j'avais prévu un petit schéma. Moi, j'imagine que vous le connaissez, il est assez connu. Alors, je ne suis pas complètement fan de la façon dont les choses sont représentées, mais au moins, c'est quelque chose qui est diffusé, en fait, ce type de schéma, où on montre de manière schématique ce que c'est que l'exclusion. Donc, les gens sont mis à l'extérieur et éparses quelque part. La ségrégation ou la discrimination, qui veut qu'il y ait des communautés qui restent à l'extérieur, en fait, de l'entreprise. La démarche d'intégration qui permet de faire rentrer ces personnes de l'extérieur à l'intérieur, donc la culture de la diversité. Puisque si on comptabilise les personnes à l'intérieur du grand cercle, eh ben, on verra qu'il y a un tiers qui est effectivement issu de la diversité. Et l'inclusion, eh ben, en fait, on serait plus sur un mélange à l'intérieur de l'entreprise avec un fonctionnement optimal au niveau collectif. Et puis, j'ai rajouté au schéma officiel mon petit dessin de ce que serait l'inclusion presque individuelle, puisque chacun d'entre nous, on a une vision très personnelle de notre sentiment d'inclusion et du sentiment d'inclusion de nos pairs. Et donc, on est en plein dans les sujets de qualité de vie au travail.